Fontaine. J'ai interviewé Isabelle Fontaine il y a quelques semaines, même quelques mois maintenant. Et quand je lui ai demandé si elle connaissait un homme heureux, elle m'a parlé de vous. Ah bon? Alors, bon, on arrête tout de suite alors. Vous êtes un peu voisin et vous travaillez sur un sujet qui, moi, m'a passionné il y a des années, qui est le transgénérationnel. Donc vous êtes quoi, psychologue Psychologue et psychanalyste, ouais. D'accord. Et vous travaillez en cabinet En libéral, donc en cabinet uniquement. Voilà, je prends de plus en plus d'enfants. J'ai pris des adultes beaucoup, et maintenant je prends beaucoup d'enfants. Comment vous en êtes? Donc déjà, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que vous faites? C'est quoi vous avez écrit un livre qui s'appelle Les fantômes familiaux, et ça parle justement de ces fardeaux que l'on porte souvent sans le savoir, Ouais. et qui nous sont légués par des non-dits, par des secrets, et on répercute ça dans nos vies et on revit souvent ces drames familiaux sans le savoir. Alors qu'est-ce que c'est exactement et où en est la recherche là-dessus et qu'est-ce que vous faites? Alors, en gros, c'est comme si maintenant, pour un certain nombre de personnes, dont moi, on sait qu'une personne, elle est faite de, on va dire au niveau de la psychologie, je parle, ou de la psychanalyse, elle est faite de son histoire d'enfance, à elle. Elle est construite quand même sur les premières années de son enfance, mais en fait, elle est construite sur l'enfance et la vie de ses ancêtres aussi, donc de ses parents, grands-parents, etc. Donc ça veut dire qu'en nous, il y aurait presque deux personnes. Il y en a une qui a vécu des choses et il y en a une qui porte ce qu'elle n'a pas vécu. Et que dans les thérapies, enfin moi ce que je préconise, c'est de savoir distinguer. Parce que sinon, on ne va pas aller au bon endroit. C'est-à-dire qu'il peut y avoir... soit quelqu'un a eu un traumatisme, en général dans l'enfance, et on va essayer de comprendre qu'est-ce qui s'est passé là. Soit ce qui se passe avec pas mal d'enfants que je reçois, c'est que je reçois des enfants qui vont mal et ils n'ont pas eu des débuts de vie difficiles. Donc pourquoi vont-ils mal? Et en général, c'est qu'ils portent les traumatismes des autres, de leurs parents, de leurs grands-parents. Comment on peut porter le traumatisme de quelqu'un qu'on ne connaît pas, par exemple? Justement, on ne connaît pas le traumatisme. Comment c'est possible? Justement, tout est là. C'est en tout cas sûr pour moi. Pourquoi c'est sûr déjà? C'est sûr parce que je le vois cliniquement. C'est-à-dire que depuis le temps que je travaille, et c'est surtout avec les enfants que c'est tellement évident, c'est-à-dire que les enfants font des symptômes, il leur est rien arrivé dans leur enfance, et puis on va se mettre... j'ai une méthode, hein, ouais. On va parler de ce qui est arrivé parfois à une grand-mère, une arrière-grand-mère, et le symptôme va s'arrêter en une séance des fois. Donc à ce moment-là, ça ne servira à rien. Il pourrait faire 2 ans avec un psychologue que ça n'avancerait pas. Vous avez un exemple concret pour qu'on comprenne? Oui, j'en ai plein. Ouais, je sais, il y en a plein dans le bouquin. J'en ai plein, mais là, c'était pas vraiment un symptôme. Mais c'est dernièrement, un petit enfant qui était toujours comme ça. Il parlait comme ça avec une voix, puis il avait une voix. Alors, il avait d'autres symptômes plus graves, hein, parce que c'est un enfant qui n'avait jamais mangé de morceaux. Donc, tout en purée, mais quand ça va jusqu'à 4 ans, 4 ans et demi, c'est un peu compliqué. Et il n'avait jamais mangé le morceau, et en particulier il avait ce geste-là, il parlait, puis des fois comme ça, puis des fois il faisait ce geste-là, et en fait, déjà sa grand-mère s'était pendue, et ça déjà le geste est parti, quoi. Une fois que je lui ai dit, on a parlé avec les parents. Il savait pas? Il ne le savait pas, ou il ne savait pas vraiment là, hein. Donc on ne lui avait pas parlé, il fallait qu'on lui en parle, il disait, tu sais, ta grand-mère elle s'est pendue, puis elle s'est pendue comme ça, voilà. Et puis là il a arrêté, puis d'autres choses, après c'est un autre travail, mais où il y a un exemple que j'ai mis dans mon livre, où il y a un enfant qui se tapait la tête, 2 jumeaux, dont un qui se tapait beaucoup la tête contre le mur depuis l'âge de 6 mois, et en fait c'était le traumatisme qui est arrivé à son arrière-grand-mère. Et ça s'est arrêté quand je lui ai parlé du traumatisme de l'arrière-grand-mère. Il y a plusieurs... Donc voilà, c'est complexe parce que c'est une réalité certaine pour moi, certaine parce que c'est clinique, et puis parce qu'il y a les symptômes, et puis après on évoque ça, il n'y a plus de symptômes, et sur plusieurs années. Voire, maintenant je commence à vérifier sur des enfants que j'ai pris qui sont maintenant presque adultes. Et donc, il y a ça, et après on a des explications pour comprendre pourquoi. C'est pas ésotérique ça. Alors, ces explications? Alors les explications, c'est-à-dire que pourquoi on porterait, parce qu'il n'y a pas que les enfants, puisque nous avons tous été des enfants, ça veut dire que nous portons tous les... Bon, première explication, on va dire triviale, scientifique, on porte les gènes de nos ancêtres, et en fait, avec une nouvelle science qui s'appelle l'épigénétique, on sait maintenant qu'on porte les émotions. Ça, c'est certain. C'est-à-dire, on ne porte pas... On sait que les gènes se transmettent, le gène de la peau, des yeux, et tout ça. Mais, on a découvert, c'est récent, hein,
C'est tout le domaine de l'épigénétique Est-ce que vous pouvez spécifier ce que c'est que l'épigénétique? Ben, l'épigénétique, c'est justement ce qui va se transmettre en rapport avec l'environnement. Donc ça, là, je ne pourrais pas m'étendre là-dessus, mais c'est simplement le fait que pour parler de façon de base, une émotion se transmet. Mais ça, scientifiquement, on le sait. C'est-à-dire, on a fait des expériences avec un rat, vous le stressez avec un stress particulier, sa descendance aura le stress, et pas les autres rats. Oui, mais on a des millions d'émotions dans notre vie, il faut que ce soit une émotion répétée ou une émotion très forte. Comment ça Exactement. Et ça s'inscrit dans en les particulier, voilà. Alors ça s'inscrit dans les gènes, maintenant on ne sait pas où c'est, c'est-à-dire on cherche où c'est, parce que les scientifiques ils cherchent toujours une localisation. Mais alors comment on a déterminé que c'était dans les gènes si on ne l'a pas identifié dans les gènes? C'est ce que disent les scientifiques. D'accord. Hein. C'est-à-dire, ils disent dans les gènes, pourquoi? Parce qu'ils prennent la descendance des rats et ils voient que ceux-là sont stressés par le même stress et pas les autres. Donc ils disent c'est dans les gènes, puisque c'est la descendance. Mais la localisation... Oui, mais on dit c'est dans les gènes parce qu'on en est là, mais ça se trouve ça pourrait être complètement... Tout à fait autre chose, tout à fait. Autre chose. Tout à fait, mais je dis ça juste d'accord. pour parler de la première explication scientifique qu'il y a. Moi, après... C'est pas comme ça que je fonctionne, moi je fonctionne pas comme ça. Ce que je sais moi, c'est que les émotions se transmettent de génération en génération et que plus que les émotions, où là c'est beaucoup plus complexe encore, on peut aller... Enfin voilà, j'ai des exemples même d'enfants où carrément ils dessinaient des ancêtres qu'ils n'avaient jamais vus, avec les particularités physiques qu'on leur avait jamais dites. Alors comment ça se passe? Bon, moi je l'explique assez facilement parce que assez facilement. Pour moi c'est maintenant assez aisé, mais c'est simplement le fait que comment dire, on sait que le psychisme il connaît le temps et l'espace tardivement, c'est-à-dire que l'espace-temps est intégré vers 2 ans et demi, 3 ans, totalement intégré. Totalement intégré, ça veut dire qu'avant, il n'y a pas de temps et pas d'espace. Et on le sait quand on est avec un enfant de 2 ans, il n'y a pas de temps. Pourquoi il n'y a pas de temps? Parce que demain, c'est maintenant. Si, il y a le temps du biberon quand même. C'est un temps cyclique, mais c'est un temps immédiat. C'est pas un temps. C'est un temps qui va d'abord être cyclique. Hein, je parle au début, il y a un temps cyclique, mais il n'y a pas de temps linéaire. C'est un temps qui revient au même. Et puis, c'est pas un temps d'anticipation du temps que nous connaissons. Et l'espace, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'un enfant ici et là-bas, c'est exactement pareil. Pour un enfant, la maison qui est ici est la maison de vacances, elle est de l'autre côté de la rue pour lui. Elle n'est pas à 3000 km. Bon. Et petit à petit, l'enfant va intégrer le temps et l'espace. Et pendant ce moment où il est hors temps, hors espace, où est-il où on est? Et moi, c'est la conclusion que j'en ai faite dans mes recherches. Pourquoi? Parce que je le vérifie avec justement les cas cliniques, les autistes, les schizophrènes, les psychotiques en particulier, et les enfants, c'est qu'ils sont dans tous les temps et dans tous les espaces. C'est-à-dire qu'ils sont dans le passé, et théoriquement, je pensais qu'ils étaient dans l'avenir, et je l'ai vérifié. C'est-à-dire qu'ils sont dans le passé, et ils peuvent être dans l'avenir. Et ils sont dans tous les espaces, ça veut dire qu'ils sont ici et là-bas. Ça veut donc dire que, mais ça Françoise Dolto disait déjà, tous les enfants sont télépathes. Ça, Dolto le disait. Pour moi, je ne peux pas travailler avec des enfants si je ne tiens pas compte de la télépathie. Mais ce n'est pas une télépathie où ils savent ils savent pas ce qu'ils savent. Oui, mais ils le savent. C'est une forme d'intuition. C'est ça, c'est une forme. Ils savent sans savoir pourquoi ils savent. Mais ils savent complètement. Et que mon métier avec les enfants est principalement de leur dire ce qu'ils savent. C'est-à-dire qu'on puisse mettre des mots sur ce qu'ils ont ressenti, donc, et qui les encombrent parce qu'on ne leur a pas mis des mots dessus. C'est pas tellement autre chose. Et ils le savent, mais ils le savent là où un certain nombre de personnes, notamment des psychanalystes ou des psychologues, vont peut-être me contredire en train de dire, ils le savent par des signes. C'est ce qu'on dit. Mais c'est plus complexe que ça, parce que moi, l'expérience clinique m'a montré que c'était au-delà des signes. Et que, par exemple, j'ai même travaillé avec des bébés, et comment des bébés savent. Et c'est pareil, il y a des bébés, des enfants de 1 an que j'ai pris, comment ils avaient pu savoir ça? Oui, et comment ils l'avaient vécu? Ça va très loin, parce que des fois, il y a des développements de maladies, de choses qui paraissent être extérieures à nous, et qui viennent taper dans ces miroirs qu'on a dans notre généalogie. Ça c'est certain pour un certain nombre de maladies, c'est certain pour les maladies psychiques. Et là, c'est la question, je reviens à l'épigénétique, c'est que là où il y a une question importante, c'est-à-dire pourquoi l'épigénétique, c'est dans le sens où
quand même où les scientifiques ont été surpris, c'est que pendant le vivant, ça veut donc dire que le gène est transformé. Parce que c'est ça leur problème. C'est si le stress est passé à l'autre génération, c'est donc sauf qu'a priori pour eux, il n'est pas dans le chromosome, donc ils cherchent où c'est. Ils ont des idées, bon. Mais la question est que si pendant le vivant c'est transformé, ça veut dire aussi que pendant le vivant, ça peut se transformer dans l'autre sens. C'est-à-dire, ce que je veux dire, une maladie pourrait être transmise et on pourrait dénouer. C'est ce que vous faites. Moi, c'est ce que je fais par la parole. Donc les fantômes, c'est ça justement. Les fantômes, ce sont des émotions parasites de nos ancêtres qui sont transmises de génération en génération et qui nous encombrent, qu'on porte presque telles quelles. Donc, Mais alors comment, parce que dans votre livre il y a plein de cas, comment déjà on identifie ces schémas qu'on répète, qui en fin de compte ça vient pas de nos choix personnels, comment les identifier? Alors votre cabinet est plein en plus, donc on peut pas avoir de rendez-vous, j'ai l'impression. Est-ce qu'on peut trouver par soi-même? Est-ce qu'il faut se faire aider? Et comment on les identifie? Alors oui, ça fait beaucoup de questions. Par soi-même, moi je pense que tout doit être fait par soi-même. Enfin, comment dire? Tout ce qu'on peut faire par nous-mêmes, quelle que soit la chose, est bonne. Mais est-ce qu'on peut le voir, puisqu'on le sait sans le savoir, et puis là, ceux qui ont un peu l'habitude, ce que je veux dire, là, le problème, c'est que par soi-même, le problème du fantôme, hein, les gens qui ont défini ça, c'est des psychanalystes, hein, dans les années 75, ils avaient dit en particulier que ça a une particularité, c'est quand même d'être inconscient. C'est-à-dire que oui. Sinon, ça serait facile. Oui, donc comment faire? Donc comment faire? Alors ça veut dire que pour un certain nombre de personnes, quand ils sont dans des situations répétitives notamment, c'est là qu'on le voit, et bien quand ils sont dans des situations répétitives, il y a vraiment un gros soupçon de fantôme. Et le fantôme, le fait qu'il y ait un tiers, ça permet de, exactement comme en psychanalyse, quand on essaye de comprendre l'inconscient, le tiers nous aide un petit peu plus à appréhender l'inconscient, parce que la particularité de l'inconscient, c'est qu'il est inconscient. Donc, on en voit les traces. Et là, on voit les traces du fantôme. De la même façon que vous voyez les traces de l'inconscient, là, on voit les traces du fantôme. Et quand on... Comment dire? Et le fantôme, c'est quand même globalement quelque chose qui n'a pas été dit, et pas élaboré, et pas géré, et pas intégré chez nos ancêtres. Donc, ça se promène, ça se balade comme ça, comme une émotion fantôme et qui vient chez les enfants. Et chez les enfants, ça fait les adultes plus tard qui la gardent, cette émotion-là. D'accord. Donc il faut devenir un petit Sherlock Holmes de sa propre vie, identifier les sources, ce qui se répète dans notre vie. Le faire soi-même, c'est toujours pareil, c'est compliqué, mais en même temps, je veux dire, il n'est jamais interdit d'être intelligent, quel que soit le domaine. Bon, maintenant, il faut connaître un peu ce qui se passe, il y a des techniques. Voilà, il y a des techniques, moi j'ai travaillé dessus. Ce que j'arrive pas à toucher, c'est que moi j'ai fait ce travail accompagné, et là récemment j'ai même réalisé quelque chose que je faisais depuis 20 ans, de façon répétitive, sans m'en rendre compte, sans comprendre. Et c'est en effet en parlant avec quelqu'un, il m'a posé une question, et dans la réponse, j'ai compris que c'était évident et clair. Donc je comprends qu'on peut le chercher, mais c'est vrai qu'on peut rester quand même 20 ans, dans mon cas 20 ans, sans le voir. C'est quand même... ça fait peur. Une vie entière même. Oui, donc comment on peut accélérer ce processus? Comment on peut... je sais qu'il y a peut-être vous avez des livres à recommander ou... À part le mien. Ouais, déjà vous. Aussi, il y a tous les livres de Didier Dumas qui sont très bien par rapport à ça. Donc Didier Dumas, un psychanalyste, qui est des livres assez lisibles. Il y a un livre de Anne-Ancelin Berger qui est connu. Hein. Ouais, j'avais lu il y a un livre qui s'appelle Aïe mes aïeux, qui est très bien, qui est un condensé de plein de recherches là-dedans. Aïe mes aïeux, c'est elle qui l'a fait. Pas mes aïeux, non, je parlais comment guérit-on des fautes de ses ancêtres, je crois, ça doit être ça. Et puis, on a, voilà, je ne les ai pas tous en tête là. Il faut chercher. Oui, un peu chercher. Il n'y en a pas tant que ça d'ailleurs. Des livres. Et d'ailleurs, en psychologie, c'est un sujet qui est au centre des... on en parle beaucoup, est-ce que c'est beaucoup étudié? Alors c'est compliqué. C'est compliqué parce que ça dépend de quel endroit de la psychologie, quel endroit de la psychanalyse. Il y a tellement maintenant des psychologies différentes. Non, je pense pas que c'est très... On va dire, entre guillemets, c'est un peu à la mode, ça a été à la mode, mais c'est pas tellement, je trouve, vraiment accueilli par le milieu, par exemple, psychanalytique. De loin, disons qu'ils le prennent comme un objet, comme un ovni, un peu comme un truc qui viendrait, alors que pour moi c'est complètement dedans. Et qu'est-ce qui vous enthousiasme maintenant? Vers quoi vous vous dirigez?
Moi, Oui. là, actuellement, moi, au niveau clinique, hein, ce que Mm. j'appelle clinique, c'est parce que c'est ça qui est important. C'est-à-dire, la clinique, ce qu'on appelle la clinique, c'est les gens Mm. que je reçois. Et puis les gens qui vont, comment dire, pas bien et puis qui vont bien. Mm. C'est ça le but. Bon. Et puis, comment j'utilise ça là, et en particulier, ce qui m'intéresse moi en ce moment le plus, c'est évidemment ceux qui vont très mal. C'est-à-dire qu'en particulier, je prends de plus en plus, de plus en plus d'enfants qui ont des graves symptômes, et puis des autistes, parce que ça c'est quelque chose qui m'intéresse énormément, et les schizophrènes. Alors pourquoi l'autisme vous intéresse? Ben parce que pour moi, hein, il y a plusieurs aspects de l'autisme et il y a plusieurs autismes. Il faut faire attention, c'est un sujet épineux, sensible, surtout pour les parents d'autistes qui sont très blessés. Mm. Et puis je sais que moi j'écris des articles, on m'a incendié en disant comment pouvez-vous dire que l'autisme est transgénérationnel, quelle connerie, enfin ce qu'on veut. Il y a une partie, moi quand je travaille avec des autistes, il y a une partie vraiment transgénérationnelle dans le sens où là en ce moment je travaille avec un grand autiste de 17 ans. Je fais des observations cliniques, c'est de la recherche quoi, et je me souviens notamment d'une séance où il dessinait que des ronds. Il dessine des ronds, alors j'ai déjà une explication pourquoi il dessine des ronds, mais en tout cas il dessinait que des ronds. Et puis à un moment donné, avec sa mère, parce que je ne recevais pas seul, je recevais avec sa mère, son père était mort, et avec sa mère on faisait justement l'arbre généalogique, parce que moi cliniquement je suis sûr qu'il y a un rapport, enfin je le sais. Et à un moment donné on se met à visiter une branche, c'est-à-dire on regarde la généalogie, je parle avec la mère pendant que lui dessinait, je parle de la généalogie de la mère, et à ce moment il fait un dessin figuratif, le seul et unique dessin figuratif. Et c'est un château. Et elle me dit, mais ça c'est le château de la famille de laquelle on est en train de parler. Mm. Et avant il faisait des ronds, et des carrés, et des trucs informes. C'est là que je comprends ce qui se passe, quoi. C'est-à-dire qu'il est relié aux ancêtres, il est en relation. Je le pense, pour les schizophrènes maintenant, je travaille avec une jeune schizophrène, c'est totalement clair pour moi. Ça devient très très clair dans le travail que je fais avec elle. Et alors comment on s'en libère? Toujours, la première chose est par la parole, c'est-à-dire qu'il faut connaître déjà. Pourquoi? Parce que mettre des mots sur l'émotion, c'est diminuer l'émotion. Parce que je continue de dire que c'est de l'émotion. Mm. Une émotion qui n'a pas de mots, c'est une émotion terrible. C'est une émotion qui... C'est bien la question de ses ancêtres. Ils ont souvent eu des émotions qui n'avaient pas de mots. Mm. C'était trop énorme. Et c'est comme si les descendants doivent y mettre ils doivent mettre des mots sur ce qui n'a pas été mis à ce moment-là. Et donc, les mots déjà, et puis, pour les enfants, les mots suffisent, et pour les adultes, il faut aussi des mots et un certain travail, un certain nombre de choses que j'appelle des rituels. C'est des choses pour ritualiser ça par rapport aux ancêtres, de façon à ce que quelque part, ces vieilles histoires retournent à qui elles appartiennent, quoi. Il faut qu'elles retournent il faut qu'elles soient réglées par rapport à... C'est quand même, ça pose d'autres questions, c'est quand même étonnant de se dire qu'on résoudrait les drames par exemple qu'ont vécu certains de nos ancêtres, et Oui. tout ça nous est passé peut-être par les gènes, peut-être par ailleurs, on ne sait pas. C'est On les résout pas. ésotérique, quoi. Mais non, c'est pas ésotérique parce qu'on les résout pas. Leur histoire, on les résout en nous. C'est pas ésotérique. Ces drames sont ça en nous. nous a été passé comme ça, Ces drames. Ça, c'est là que je vous ai dit tout à l'heure. Pour moi, c'est c'est juste une question de notion d'espace-temps. Mais à quoi ça sert? Est-ce que ça sert, si on est d'un côté très pragmatique, pourquoi les émotions seraient engrammées dans nos gènes, par exemple, pour être passées à la 3e génération Ça marche pas comme ça. C'est-à-dire que ça saute pas. Ce qui saute, c'est l'expression. D'accord. Mais donc, ça saute pas. C'est vraiment transmis de génération en génération. Mais c'est transmis de génération en génération. Il faut que je vous donne des exemples pour comprendre. Parce que pour moi, toujours on comprend par des exemples cliniques. Alors, les plus grands fantômes, les choses qui nous encombrent, parmi plein d'autres choses, qui encombrent beaucoup de gens, même encore aujourd'hui, c'est les morts d'enfants. C'est peut-être les choses les plus cruelles à vivre. C'est les morts d'enfants. Bon. Vous avez une génération de morts d'enfants. À la génération d'après, ça va être transmis. Ça va être transmis aux frères et sœurs de l'enfant mort. Parce que c'est comme ça que ça marche, par exemple.
Et puis les frères et sœurs vont garder cette mémoire-là. Et c'est la mémoire de l'effroi qui a été vécu par leurs parents. Et c'est important, c'est pas leur effroi à eux. C'est vraiment l'effroi qui a été vécu par les parents, par la mère souvent. Et puis, ça va être transmis et il va y avoir un certain nombre... ce qui va être engrammé, en plus, c'est là qu'on piste le fantôme. Ce qui va être engrammé, c'est tout ce qui s'est attaché à ça. Le prénom, la date, le type d'accident, par exemple. Si c'est des accidents. Bon. Et puis, vous allez, par exemple, à une génération, et ça peut être trop, ça peut être à 4-5 générations, un enfant mort noyé, par exemple. Et puis vous allez trouver aujourd'hui, donc ça va passer de génération en génération. Là, ça peut passer par des injonctions. Là, c'est pas ésotérique, ça va être. Mais ça va se voir. Je sais pas, je pensais à ça. Je sais pas, un jour, j'ai vu près d'une rivière une grand-mère qui disait à sa petite fille, mais elle la tenait à 10 mètres de l'eau. Et elle dit: tu ne t'approcheras pas. Je suis certain que c'était pas possible, ça n'avait pas de sens, quoi. Elle était à 10 mètres de l'eau. Et la grand-mère était là. Donc, de quoi elle avait peur? Et là, je sentais ce que l'on appelle un fantôme. C'est-à-dire, je ne peux pas le prouver, mais j'aimerais bien à ce moment-là questionner la grand-mère. Elle lui dit: qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi vous êtes comme ça, quoi, hein? Pourquoi à ce point-là, quoi? Voilà, et ça va être transmis à la fille. Ouais, sans qu'elle sache, en fait. Mais la petite fille, elle est là, elle hallucine, elle voulait être au bord de l'eau, voir les canards et tout, et puis elle peut pas. Elle est obligée de les voir avec des jumelles. Mais qu'est-ce qu'elle fait? Quand elle sera grande, elle va continuer. Il y a quelque chose qui est engrammé, elle va dire à ses enfants: attention à l'eau, c'est... Voilà. C'est un exemple, mais c'est comme ça pour plein de choses, dans l'amour, dans tout. C'est-à-dire, l'idée qui est un peu bête quand même de la psychologie et de la psychanalyse, c'est de croire qu'on se fait tout seul. Ça n'a pas de sens. On ne se fait pas tout seul. On est fait par nos parents, qui sont faits par les autres, qui sont faits... Personne n'est fait tout seul. Donc, on est donc le ramassis, enfin, comment dire, on est de la même façon que nos gènes, ça c'est évident, nos gènes portent tous les gènes de tous nos ancêtres, eh bien on porte tout ce vécu, c'est émotionnel. Comme si ce vécu émotionnel disparaîtrait dans la nature, comme ça. Ben non, il est là, on l'a en nous. Et c'est engrammé comme une mémoire, et comme une mémoire très précise. Alors, je peux donner un exemple aussi clinique dernièrement, parce que ça c'est vraiment intéressant. C'est une petite fille que j'ai reçue. J'avais reçu il y a 3 ans. Ouais, elle voyait des fantômes. Bon. On a trouvé qui elle voyait notamment un monsieur qui venait dans sa chambre. C'est presque... Ils avaient même été voir, je crois, des exorcistes et tout, ils ne comprenaient pas, quoi. Bon. Moi, je savais que ce qu'elle voyait, c'était quelqu'un de la généalogie. On a cherché, puis on l'a trouvé. Pourquoi on l'a trouvé? Parce qu'elle avait fait un dessin. Et dans le dessin, il avait une casquette à carreaux, alors. Il n'y a aucune photo de lui avec une casquette à carreaux? Non. C'est dingue. Et il venait, et elle n'avait jamais vu, quoi. Mais c'est juste la mère qui m'a dit... à un moment donné, je lui dis: mais c'est quelqu'un là, et puis on a compris, après elle a dit: ah oui, mais c'est mon grand-père qui était comme ça. Voilà. Et puis du coup, est-ce qu'elle le voit vraiment, le fantôme, ou elle le voit, elle me le dessine. Là, moi j'y vois rien, c'est les enfants, c'est pas moi qui l'invente. Bon, on a travaillé là-dessus, on a parlé, on a essayé de comprendre qu'est-ce qui était arrivé à ce grand-père, et tout ça. Bon. Et puis là, elle avait guéri de ses cauchemars, elle le voyait plus et tout ça, on a fait un certain nombre de choses avec elle. Et puis la mère revient 2 ans et demi après, et là elle a un problème, elle vient en décembre, et elle me dit: depuis septembre, notre fille est somnambule, elle a une dizaine d'années, et tous les soirs, c'est-à-dire que vers minuit elle part, et on la suit partout, elle est somnambule, elle veut monter sur les toits, et ils sont affolés parce que c'est toutes les nuits. Bon. Et ils ne savent pas quoi faire, elle me fait confiance. Moi je sais, en plus j'ai un ami psychiatre, je lui ai demandé, je lui ai dit: mais qu'est-ce que tu fais s'il y a une petite toi? Il dit: nous on les assomme de médicaments, on ne sait pas comment faire avec des enfants comme ça, on ne sait pas, qu'est-ce qui se passe. Mais il l'avait filmé, c'est intéressant parce que il l'avait filmé pour moi pendant ces semaines. Et puis moi je savais, parce que c'est comme ça que je travaille, je sais que c'est des fantômes, je sais qu'elle ne se lève pas comme ça, elle se lève parce qu'il y a des fantômes. Alors on a observé quand elle était filmée, et puis il y avait un détail. Elle allait près de la piscine. Donc ils avaient peur, elle allait près de la piscine et tout. Et puis moi j'ai commencé à déployer la généalogie des 2 parents et tout ça. Et puis il y avait un enfant noyé. Alors on a commencé à travailler comme ça. Et puis comme il l'a filmé, je disais à la mère: regardez son corps. Et elle n'avait pas le même corps à chaque fois. Une fois par exemple, je disais: oh, il y aurait bien bébé. Elle était comme ça. Puis alors là, elle allait dans l'appartement, elle vidait les tiroirs, elle sortait des trucs. Puis après, elle faisait un autre truc, elle alignait des bébés, puis elle les cajolait, elle les mettait. Et puis après, on a compris, et moi je regardais à chaque fois l'arbre généalogique et disais: ah, je pense que c'est ça.
Alors on parlait de ça avec elle et tout, on faisait... avec elle, j'ai même été obligé de faire ce qu'on appelle des rituels, des choses comme ça. Et puis, elle continuait de moins en moins somnambule, mais elle changeait je dirais, de scène, comment appeler ça? C'est-à-dire que une fois, par exemple, elle faisait une vieille dame, et puis une semaine plus tard, tout d'un coup, elle prenait une peluche, elle pleurait, elle se tordait, mon enfant. Après, bon, c'était un cas incroyable, et à chaque fois, on trouvait qu'est-ce qu'il y avait de traumatique. Elle rejouait des scènes. Elle rejouait des scènes qu'elle ne connaissait absolument pas, parce que même la mère avait du mal à reconstruire les arbres À notre généalogiques. époque, on prenait un crucifix et on Voilà. les envoûtait, quoi. Bah oui. C'était ça. Or, c'était simplement, c'était une espèce de puits d'antenne parabolique. Wow. Voilà. Et puis là, on a arrêté et je savais à peu près quand on était arrivé à la fin, mais même cliniquement, j'étais pas sûr de moi quand même. Bon, moi, j'avais pas de scrupules puisque je savais qu'au niveau de la psychiatrie, ils étaient incapables de faire quelque chose. Donc moi, je me suis dit, je tente mon affaire. Bon. Et puis à un moment, je sais que c'est la dernière séance, on a fini à peu près tout et tout. Mais je le savais. Je me disais, bon. Puis j'ai dit, la consigne était, tant qu'elle est somnambule, vous revenez. Puis j'ai plus de nouvelles. Et j'ai reçu un mail hier. Et il y avait un long mail, elle me dit, depuis, ça date de 4 mois, pas une seule nuit de somnambule et tout ça. Et là, je me dis, bon, là, ça vaut le coup. Ce que j'ai vu, je le savais, mais là, je l'ai voilà. Puis ils sont heureux, la famille. C'était un cauchemar. C'est toute la famille. Il y avait la petite sœur qui était terrorisée, et toute la famille se levait avec elle pour la surveiller. Parce qu'en fait, dans les histoires que vous racontez, ces fantômes, quand même, ils ont un impact des fois dramatique sur nos vies. Oui, bien sûr. Mais vraiment dramatique. Mais vraiment dramatique. Ouais. On retrouve des viols, oui, des choses comme ça. Donc, d'un côté, ça fait un peu peur, cette discipline, de se dire qu'on reproduit des choses dramatiques de nos ancêtres. Et d'un autre côté, je trouve ça fabuleux de se dire qu'on est relié ainsi à ses grands-parents, arrière-grands-parents. Ça crée, je sais pas, tout d'un coup, je comprends le symbole de la famille, quoi. Oui, on est reliés, mais en même temps, moi, ça me fait pas peur, parce que je dirais que c'est de la prévention, c'est-à-dire que plus on parle de tout ça, ce qui fait peur, c'est de pas en parler, mais plus on parle de tout ça, moins il y a de risques. Au contraire. Okay. Moi, c'est le contraire. Tout ça. Ce qui me fait peur, c'est de ne pas en parler. De pas en parler, ou quand je vois ce que j'appellerais des créations de fantômes en direct devant moi, quoi, où je me dis, là ça m'embête, quoi, parce que je sais que ça peut faire des dégâts. Je sais pas où, on peut pas prédire. Ouais, c'est ça. Si vous avez une fratrie, vous savez pas du tout là-dedans, mais il y a des trucs où vous vous dites, j'ai un peu l'habitude de voir comment ça fonctionne, je me dis, c'est un peu dommage, là, il aurait fallu mettre de la parole là-dessus, quoi. Donc la parole le permet de transmuter et de se libérer de ces fantômes. Oui, c'est-à-dire une partie, ça permet pour une partie, et je répète, la parole pour les enfants en présence de leurs parents, c'est radical. D'accord. Pour les adultes, c'est un peu plus compliqué. Ok. J'ai une dernière question, c'est un bloc sur le bonheur. Ah oui. En fait, je suis venue jusqu'à vous parce que pour moi, dans le bonheur, il y a une partie où il faut se libérer. Ouais. Et justement, de se libérer de choses qu'on porte inconsciemment et qui guident nos pas, je me dis, ça doit... Donc j'aimerais bien savoir ce qu'est le bonheur pour vous. Ah oui, le bonheur, parce qu'on vous a dit que j'étais heureux. Oui, je suis heureux depuis pas longtemps. Et puis vous travaillez quand même au bonheur des autres. Oui, j'essaye vraiment, ouais. Non, je crois au bonheur, quoi, parce qu'il paraît que c'est... J'y tiens, parce que parfois on dit que c'est un gros mot chez les psychanalystes, le bonheur. Comme si on pouvait jamais être heureux, il y a cette idée-là. Alors que ça vaut pas le coup de vivre si on n'est pas heureux. Alors qu'est-ce que c'est le bonheur ? Le bonheur pour moi c'est la liberté déjà. C'est... Enfin pour moi, c'est pour ça que chacun a sa propre définition du bonheur. Mais pour moi le bonheur d'abord c'est la liberté, c'est-à-dire la liberté maximum, on est toujours conditionné par ci, par ça. Mais ça veut dire ça, et c'est être face à ce pourquoi on est venu sur Terre. C'est ça le bonheur. Et donc une partie de la vie pour moi c'est savoir qu'est-ce que je suis venu faire ici. Et une fois qu'on a trouvé ce qu'on est venu faire et qu'on est exactement à l'endroit où on devait être, alors tout devient parfait. Et là, on devient heureux, parce qu'on est à l'endroit où on devait être. Et comment vous avez trouvé, vous, votre... J'ai mis du temps. Ouais. J'ai mis du temps. Et puis surtout, j'ai très mal commencé ma vie, donc je peux dire que j'étais malheureux très longtemps, et très mal, et avec des mauvaises conditions de vie, je pense, vraiment d'enfance, pas facile, surtout les premières années. Et puis j'estime avoir été malheureux longtemps. En tout cas, on peut croire quelqu'un quand il le dit, quand il dit qu'il est heureux, on peut le croire, et quand il dit qu'il est malheureux, on peut le croire, quoi.
Mais voilà, et le bonheur arrive à un moment donné, mais il arrive au moment où on sait pourquoi on est là. Ça, c'est la première des choses. Et, et à partir du moment où la personne qui est en nous, qui est l'enfant, parce que pour moi, on est des enfants toute notre vie. Moi, je connais pas d'adultes, je connais que des enfants améliorés. Mais je veux dire, bah oui. Puis si on regarde la vie. Je disais à des enfants il y a 2 jours. Bah oui. Puis j'aurais dit que c'était un grand mensonge que les adultes n'existaient pas. Mais ça n'existe pas parce qu'il n'y a qu'à regarder la politique, il n'y a qu'à regarder, je veux dire, il n'y a qu'à regarder tout. Avant, montrez-moi un adulte. Ce sont des enfants, quoi. Les gens sont des enfants et des enfants pas heureux. Donc c'est ça qui est dommage. Et donc l'important, c'est que l'enfant en nous soit respecté, qu'il soit dans la jouissance, parce que je crois que la vie est jouissance. Comment dire, il n'y a qu'à regarder un enfant. Un enfant à qui on a donné les conditions optimum de vie, c'est-à-dire il jouit de la vie, il est heureux, et il est heureux du soir au matin. Hein, il a des chagrins, il va pleurer, mais globalement, il adore. Ça dure 2 minutes, il repasse à autre chose. Et c'est... Alors moi j'ai bien la définition de Dolto, elle disait « Les êtres sont des allants devenant dans le génie de leur sexe ». Je trouve ça très bien. Allants devenant dans le génie de leur sexe. C'est-à-dire, allant devenant, ça c'est la vie, ça veut dire qu'on doit aller et devenir. Et dans le génie de son sexe, ça c'est aussi très intéressant, ça veut dire dans son genre. Ou au moins, alors maintenant, le genre, on dit, bon, mais au moins dans celui qu'on s'est trouvé, ou celui où on est bien. Et allant devenant, ça veut dire aller en avant. C'est la vie, quoi. Aller en avant et pas avoir... Enfin, l'idéal serait de ne pas avoir peur de la mort, ce qui n'est pas du tout gagné. Mais en tout cas, aller devant toujours, comme un enfant. Un enfant, il veut toujours aller devant, quoi. Il veut courir, jouir de la vie, profiter. Parce que si on regarde bien, surtout nous, là où on est, dans un pays comme ça, et tout ça, on a tout pour le bonheur, enfin, je veux dire... Enfin, je vais dans certains pays où je vois les conditions climatiques, je me dis, oh, c'est pas facile, tout. Mais sinon, c'est merveilleux, quoi. Regardez une journée comme aujourd'hui d'été, puis après il y aura l'hiver. Il y a tout pour le bonheur, mais comment on en profite? Et ça, c'est compliqué. Pour en profiter, il faut être à sa bonne place. Et pour moi, le bonheur, c'est quand j'ai trouvé ma place à moi. Et là, reste à savoir pourquoi l'enfant qui est en moi, qu'est-ce qu'il doit faire? Et où est-ce qu'il va être à peu près à l'endroit où il devait être pour déployer sa créativité, parce que je crois que c'est lié à la créativité aussi, c'est-à-dire aller de l'avant, quoi, comme ça, et puis jouir de la vie en allant de l'avant, voilà. Je crois que c'est ça ma définition du bonheur, et que l'enfant soit respecté, que son propre enfant, c'est que moi j'arrive à un endroit de ma vie maintenant où je me respecte, voilà. C'est peut-être ça que j'ai eu du mal à... Ça met du temps. S'aimer et se respecter, voilà, c'est le gros boulot, quoi. Vraiment un boulot énorme. Enfin, pour certains, il y en a pour qui c'est peut-être plus facile. Mais moi, il m'a fallu tellement de temps pour m'aimer, et c'est pas gagné encore. Il reste encore beaucoup. Et puis se respecter, et puis se dire que je suis là parce que j'ai le droit d'être là, et que je suis bien, j'ai le droit de vivre sur cette terre, et je suis bien sur cette terre. Et puis du coup, j'échange avec tout le monde. Voilà. Et puis ouais, le bonheur, c'est le bonheur, quoi. Voilà, pour finir, je dirais que c'est important pour moi, il n'y a pas une personne qui fait une thérapie sans vouloir le bonheur. C'est pas vrai. Tous les gens qui me racontent autre chose, j'y crois pas, quoi. Les gens ils veulent être heureux tous. Je connais pas une personne qui bah oui, ça n'a pas de sens. Bah super, alors voilà. Soyons heureux. Bah soyons heureux, bah ouais, c'est tout. Après il y a du boulot, c'est tout. Ça se travaille. Bah merci beaucoup. Oui, merci. Hein.